que ce soit ses anciens titres, enfin ses titres phares, comme Que je t'aime, Requiem ou... Je ne pardonnerai jamais. 6 mots, froid, tranchant, prononcés sans colère apparente, mais chargés d'un poids que toute une nation a immédiatement ressenti. En une seconde, cette phrase a rouvert une blessure que beaucoup croyaient cicatrisée. Une blessure familiale, mais aussi collective. Car lorsqu'un fils parle ainsi de la dernière femme de son père, ce n'est jamais seulement une affaire privée, c'est une mémoire nationale qui tremble. Quand David Hallyday lâche ces mots en 2026, le silence qui suivit fut presque plus assourdissant que la phrase elle-même. 8 ans après la mort de Johnny Hallyday, pourquoi maintenant ? Pourquoi rouvrir ce dossier que la justice avait refermé, que les médias avaient épuisé, que le public croyait classé ? Était-ce un cri longtemps étouffé ou une vérité que le temps n'avait pas réussi à effacer ? Ce soir, je vous invite à oublier un instant les titres de presse, les chiffres, les héritages, les camps opposés. Oublions le tumulte. Essayons plutôt d'écouter ce que cette phrase raconte vraiment. Car derrière ce jamais, il n'y a pas un scandale de plus, mais le parcours d'un homme qui a grandi avec une absence et qui refuse aujourd'hui qu'on lui demande de l'oublier. David Hallyday n'a jamais été un homme de coups d'éclat. Contrairement à son père, il n'a jamais aimé le bruit, ni la mise en scène. Il a toujours choisi la retenue, la pudeur, parfois même l'effacement. Pendant des années, il s'est tu. Il a regardé la France pleurer Johnny, célébrer la légende, ériger le mythe. Et lui, le fils, est resté en retrait, comme s'il savait que certaines douleurs ne supportent pas la lumière. Alors quand il parle enfin, ce n'est pas pour provoquer. Ce n'est pas pour régler des comptes en public. C'est presque l'inverse. Sa phrase n'est pas criée, elle est déposée. Elle ne cherche pas l'adhésion, elle trace une limite, une frontière intime que personne n'a le droit de franchir à sa place. Beaucoup ont immédiatement réduit ces mots à une querelle d'héritage, comme si tout pouvait se résumer à de l'argent, comme si un homme qui a construit sa propre carrière, sa propre vie, pouvait encore être soupçonné de réclamer ce qu'il n'a jamais vraiment demandé. Mais ce serait une erreur confortable peut-être, parce qu'elle évite de regarder plus loin, parce qu'elle évite de parler de ce qui fait vraiment mal. Car la vérité, c'est que cette phrase ne concerne pas seulement une femme, ni même un testament. Elle parle d'un père devenu inaccessible, d'un lien fragilisé bien avant la mort, d'une mémoire que David estime avoir été confisquée, remodelée, racontée sans lui. Et surtout, elle pose une question dérangeante. A-t-on le droit d'exiger le pardon d'un fils quand personne ne lui a demandé s'il allait bien ? En France, nous aimons les réconciliations. Elles rassurent, elles donnent l'illusion que tout peut se réparer avec le temps. Mais certaines histoires résistent. Certaines blessures refusent de se refermer, et peut-être que ce « je ne pardonnerai jamais » n'est pas une déclaration de guerre, mais un acte de survie. Une manière de dire « ceci m'appartient, et je n'en ferai pas un spectacle ». Pour comprendre cette phrase, il faut accepter de remonter le temps. Bien avant les procès, bien avant les plateaux de télévision. Il faut revenir à l'enfance d'un garçon né dans une famille que toute la France admirait, sans jamais se demander ce que cela coûtait à ceux qui vivaient derrière le rideau. On ne naît pas impunément fils de légende. Quand David Hallyday vient au monde, en août 1966, il ne pousse pas seulement son premier cri dans une maternité parisienne. Il entre, sans le vouloir, dans un récit qui le dépasse déjà. Son père est Johnny Hallyday, incarnation du rock, de la transgression, de la foule en délire. Sa mère, Sylvie Vartan, est l'élégance, la lumière, la modernité des 60s. Ensemble, ils forment le couple que toute la France admire, envie, idolâtre. Mais derrière les couvertures de magazines, derrière les sourires figés et les flashs, l'enfant, lui, apprend très tôt que la célébrité ne protège de rien. Quand Johnny et Sylvie se séparent, David n'a que 6 ans. À cet âge, on ne comprend pas les communiqués officiels, ni les phrases rassurantes des adultes. On ressent seulement le vide, et ce vide va devenir le premier compagnon silencieux de sa vie. L'enfance de David se partage entre deux mondes. Paris, avec ses souvenirs fragmentés, et Los Angeles, promesse de soleil, mais aussi de déracinement. Là-bas, au lycée français de Los Angeles, il observe, il écoute, il se fait discret. Son nom est connu avant même qu'il ouvre la bouche, et très vite, il comprend une chose essentielle. Quoi qu'il fasse, il sera toujours le fils de. Un titre lourd à porter quand on cherche simplement à être soi.
Johnny, le père, est immense sur scène, généreux, incandescent, capable d'embrasser une foule entière d'un seul regard. Mais dans la vie quotidienne, il est souvent ailleurs, en tournée, en studio, en fuite parfois. David ne l'accuse pas, il constate. Il grandit avec cette sensation diffuse d'aimer un homme que le monde entier réclame avant lui, d'avoir un père partagé, fragmenté, parfois insaisissable. Sylvie, elle, tente de préserver son fils. Elle impose une forme de discipline, de pudeur. Elle lui apprend à se tenir droit, à ne pas se laisser engloutir par le chaos. Mais même l'amour le plus sincère ne suffit pas toujours à combler l'absence. Et David développe très tôt une carapace. Il parle peu, il observe beaucoup, il comprend que dans cette famille-là, les émotions ne se créent pas, elles se taisent. C'est dans ce silence qu'il découvre la musique. D'abord comme refuge. La batterie, la guitare, les premières compositions. La musique devient un espace à lui, un territoire intime où personne ne peut le comparer à son père. Là, il ne doit rien à personne. Chaque note est une respiration. Chaque accord, une manière de dire ce qu'il ne sait pas formuler autrement. Contrairement à Johnny, qui brûle la vie par les deux bouts, David choisit l'introspection. Il écrit pour comprendre, pour survivre. Ses premières chansons parlent déjà de manque, de distance, de filiation fragile, comme si, très jeune, il pressentait que son histoire personnelle ne serait jamais simple, qu'elle serait faite de non-dits, de rendez-vous manqués, de gestes retenus. Et pendant que la France célèbre Johnny, comme un père éternel, David apprend à vivre avec un père réel, imparfait, parfois absent. Il ne le juge pas, il l'aime, mais cet amour se construit dans une tension permanente, entre admiration et frustration, entre fierté et solitude. C'est là, dans cette enfance sous les projecteurs, que se forge le caractère de David Hallyday, un homme qui n'a jamais cherché la confrontation, mais qui n'a jamais oublié non plus, un homme pour qui la loyauté n'est pas un mot creux, mais une ligne de conduite, une ligne qu'il ne franchira jamais, même sous la pression. Car pour comprendre ce qui viendra plus tard, les silences, les refus, le fameux « jamais », il faut garder en tête cette vérité simple et cruelle. Avant d'être un héritier, avant d'être un justiciable, David a d'abord été un enfant qui a appris très tôt que l'amour, dans certaines familles, se vit à distance. Pour David, la musique n'a jamais été un tremplin, elle a été un abri, un lieu sûr, à l'écart du vacarme, où il pouvait respirer sans être comparé, jugé, attendu. Très tôt, il comprend que s'il veut exister, il devra le faire sans emprunter la voie royale, sans reprendre les codes, sans singer la flamboyance paternelle, être lui entièrement, quitte à être moins visible. À la fin des années 1980, quand David Hallyday lance sa carrière, il fait un choix que peu auraient osé à sa place. Chanter en anglais, un détail en apparence. Une déclaration d'indépendance, en réalité. Son premier album, True Cool, ne ressemble en rien à ce que le public attend d'un fils de Johnny. Pas de cuir, pas de provocation, pas de cris. À la place, des mélodies contenues, une voix posée, presque fragile, et contre toute attente, le succès est là. Mais David ne savoure pas la victoire comme une revanche. Il avance avec prudence, presque avec méfiance. Chaque album est une étape, jamais une démonstration. Broken Heart, puis Un paradis / un enfer, confirme un talent singulier, introspectif. Les thèmes reviennent, obsessionnels. La famille, l'absence, la mémoire, le lien brisé qu'on tente de réparer sans savoir comment. Contrairement à Johnny Hallyday, qui brûle ses émotions sur scène, David les dissèque. Il ne chante pas pour conquérir, il chante pour comprendre. Ses textes ressemblent parfois à des lettres qu'il n'a jamais envoyées, et parmi elles, certaines semblent clairement adressées à son père. Comme si la musique était devenue un dialogue différé, une conversation que la vie réelle n'avait jamais totalement permise. En 1999, un moment clé cristallise cette tension silencieuse. David compose un album pour Johnny, un geste fort, un fils qui offre son univers musical à son père, sans masque, sans filtre. L'album est un succès immense, 2 millions d'exemplaires vendus. Pour le public, c'est une rencontre artistique, pour David c'est autre chose, c'est une tentative de rapprochement, un pont lancé au-dessus d'années de distance, un espoir discret d'être enfin reconnu autrement que par le sang. Mais même ce succès laisse un goût étrange, car l'amour filial, lorsqu'il a été longtemps contenu, ne se répare pas par des chiffres ou des disques d'or. David continue d'avancer.
Il compose pour d'autres artistes, signe des bandes originales, explore d'autres passions comme le sport automobile. Toujours avec cette même ligne de conduite. Ne jamais exploiter son nom, ne jamais capitaliser sur le drame familial. Le public, lui, reste partagé. Certains admirent cette pudeur, d'autres la trouvent froide, distante. David accepte ce malentendu. Il sait que dans un pays qui aime les héros excessifs, la retenue est souvent perçue comme une faiblesse. Mais pour lui, c'est une protection, une manière de ne pas se perdre. Avec les années, une chose devient évidente. David Hallyday n'a jamais cherché à détrôner son père. Il a cherché à se tenir droit à côté de son ombre, sans s'y dissoudre. Sa réussite est réelle, mais elle n'efface pas le manque. Elle ne comble pas entièrement le vide laissé par une relation inachevée. Et lorsque Johnny disparaît, ce dialogue fragile, imparfait mais encore possible, s'interrompt définitivement. Ce qui restait à dire ne pourra plus l'être. La musique, une fois encore, devient le seul langage disponible. Mais cette fois, elle devra cohabiter avec autre chose. Une décision, un geste, un document qui va transformer la douleur intime en affrontement public. Décembre 2017, la France est à l'arrêt. Lorsque Johnny Hallyday s'éteint à Marne-la-Coquette, ce n'est pas seulement un chanteur qui disparaît, c'est un repère. Les hommages se succèdent, les foules se rassemblent, les chaînes de télévision diffusent en boucle les images d'une vie flamboyante. Pour beaucoup, Johnny est immortel. Pour David, il est d'abord un père qui vient de mourir. Dans les jours qui suivent, le deuil est public, presque solennel. Mais dans l'ombre de cette émotion nationale, un autre choc se prépare. Plus discret, plus brutal, un document, quelques pages tapées à des milliers de kilomètres de Paris, le testament. Lorsque son contenu est révélé, l'effet est immédiat. Tout a été légué à Laetitia Hallyday, la dernière épouse, et à leurs 2 filles adoptives. David et Laura, les enfants biologiques, n'apparaissent nulle part. Pour le grand public, c'est l'incompréhension. Pour David, c'est un effondrement silencieux. Non pas parce qu'il s'attendait à recevoir une fortune, mais parce que ce geste résonne comme une exclusion définitive. Très vite, le débat s'enflamme. D'un côté, le droit californien qui permet cette transmission totale. De l'autre, le droit français qui protège les héritiers réservataires. 2 visions du monde qui s'affrontent, 2 cultures juridiques. Mais derrière les articles de loi, une question beaucoup plus intime se pose. Comment un père peut-il, même involontairement, effacer ses enfants de son héritage symbolique ? David ne parle pas immédiatement. Il observe, il encaisse, il mesure le poids de ce qui est en train de se jouer. Les médias s'emparent main de l'affaire, décortiquent chaque détail, chaque mot. Les plateaux télé deviennent des tribunaux improvisés. L'opinion se divise. Certains accusent David d'ingratitude, d'autres le défendent avec ferveur, voyant en lui le fils lésé d'un système absurde. Mais pour David, la douleur ne se limite pas à une question de droit. Ce testament ravive une blessure plus ancienne, plus profonde, celle d'un sentiment d'effacement progressif. Comme si, au fil des années, sa place dans l'histoire de son père avait été réécrite sans lui. La mort n'a fait que figer cette impression dans le marbre juridique. Face à cette situation, David et sa sœur Laura prennent une décision lourde de conséquences, saisir la justice française, un geste qu'ils savent explosif. Car contester un testament, c'est exposer sa douleur au grand jour, c'est accepter que l'intime devienne spectacle. Mais pour eux, il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de dire non, de refuser une version des faits qu'ils estiment injuste. Laetitia, de son côté, se défend. Elle affirme respecter la volonté de Johnny. Elle se présente comme la gardienne de son œuvre, celle qui poursuit ce qu'il a commencé. 2 récits s'opposent alors, irréconciliables. Celui d'une veuve qui protège un héritage, et celui d'un fils qui estime qu'on lui a retiré plus que de l'argent, une place légitime dans la mémoire collective. À mesure que les procédures avancent, le climat se durcit. Chaque déclaration est scrutée, amplifiée, parfois déformée. David répète qu'il ne cherche pas le conflit. Mais ces silences sont interprétés, commentés, soupçonnés. La guerre est lancée, malgré lui. Une guerre qui ne se joue pas seulement dans les tribunaux, mais dans le regard des Français. Et pourtant, au cœur de cette tempête médiatique, une vérité demeure invisible pour beaucoup. Ce combat ne naît pas du testament. Il en est seulement la conséquence. La racine du mal est ailleurs, dans un souvenir précis, une scène que David n'a jamais oubliée. Une chambre d'hôpital à Los Angeles où il a compris que certaines lignes, une fois franchies, ne s'effacent jamais. Hiver 2009, Los Angeles.
Dans une chambre d'hôpital baignée d'une lumière artificielle, Johnny Hallyday lutte pour sa vie. Une opération du dos a mal tourné. Le coma artificiel est décidé. Les mots deviennent inutiles. Le temps se suspend. Pour David Hallyday, c'est l'angoisse nue. Celle qu'on ne partage pas, celle qui vous serre la poitrine quand vous arrivez trop tard ou quand vous avez peur d'arriver trop tôt. Ce jour-là, David découvre quelque chose qu'il n'oubliera jamais. À l'entrée du service, des photographes, des caméras. Le drame intime a déjà des spectateurs. Selon lui, les portes ont été ouvertes. Selon lui, la frontière entre l'hôpital et le spectacle a été franchie. Il ne fait pas de scandale. Il ne crie pas. Il se referme. Il enregistre. À partir de cet instant, une confiance se fissure. Non pas une querelle, mais une cassure. Silencieuse. Définitive. Les années passent. La relation avec son père reprend, fragile, imparfaite, mais existante. David se tait. Il protège ce qu'il peut encore protéger. Puis, en 2017, la mort vient figer toutes les ambiguïtés. Et le testament, en 2018, transforme la douleur en affaire d'État. Ce que David avait enfoui remonte à la surface. La chambre d'hôpital de 2009 n'était pas un accident. Elle était un symptôme. Commence alors une bataille que David n'a jamais souhaitée mais qu'il ne peut plus éviter. Les tribunaux, les communiqués, les interviews calibrées, la France se passionne pour les détails juridiques. Californie contre France. Volonté du défunt contre protection des enfants. Pendant ce temps, l'essentiel se perd. Un fils demande qu'on reconnaisse son lien, pas qu'on calcule sa part. Face à lui, Laetitia Hallyday tient un autre récit, celui de la fidélité absolue à la volonté de son mari. Elle se présente comme la gardienne de l'œuvre, celle qui continue, celle qui protège. Deux vérités s'affrontent sans jamais se rejoindre. Et au milieu, des millions de Français choisissent leur camp, souvent sans connaître le prix intime de cette exposition permanente. La procédure dure 3 ans. 3 années d'usure. 3 années où chaque silence est interprété comme une stratégie, chaque mot comme une attaque. David répète qu'il ne se bat pas pour l'argent. Beaucoup n'entendent pas. Parce que l'argent rassure. Il simplifie. Il évite de parler de dignité, de mémoire, de filiation blessée. Le 3 juillet 2021, un accord est trouvé. À l'amiable, les détails restent confidentiels, la justice se retire, les journalistes rangent leur dossier. Officiellement, l'affaire est close. Officiellement seulement. Car pour David, rien n'est réglé. Il n'y a pas de joie, pas de victoire. Il n'y a qu'un soulagement fatigué, celui d'un homme qui a tenu bon sans se reconnaître dans le combat qu'on lui a imposé. Il dira plus tard qu'il s'agissait d'une victoire morale. Une expression étrange, presque contradictoire. Peut-on gagner moralement quand on a perdu un père, quand la paix juridique laisse intacte la cicatrice intime? David se retire. Il fuit les plateaux. Il choisit le silence, non par faiblesse, mais par cohérence. Il refuse que sa douleur devienne un feuilleton. Les années suivantes, il se consacre à la musique, à sa famille, à une vie volontairement discrète. Ceux qui le croisent parlent d'un homme calme, lucide, mais profondément marqué. Il n'attaque pas, il n'oublie pas. Il avance avec une ligne claire, ne jamais transformer l'intime en monnaie d'échange. Et pourtant, en 2026, une simple question va fissurer cette digue patiemment construite. Une question banale en apparence. Avez-vous pardonné ? La réponse, elle, sera tout sauf banale. Elle sera brève, définitive, et elle fera l'effet d'un coup de tonnerre. Moi, je ne pardonnerai jamais. Quand David Hallyday prononce ces mots en 2026, ce n'est ni un cri de colère, ni une déclaration de guerre. C'est une phrase posée, presque calme. Et c'est précisément ce calme qui dérange, parce qu'il ne laisse aucune place au malentendu. Parce qu'il ne cherche ni l'excuse, ni la compréhension. Il affirme, il tranche, il protège. Dans une société qui valorise la réconciliation à tout prix, refuser de pardonner est devenu suspect. On vous explique que le pardon libère, qu'il apaise, qu'il guérit. Mais David ne parle pas en théoricien, il parle en fils. Et parfois, ne pas pardonner n'est pas un acte de haine, mais un acte de fidélité. Fidélité à une douleur qu'on refuse de travestir. Fidélité à une vérité intime qu'on ne veut plus voir réécrite. Depuis cette phrase, les réactions se sont multipliées. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les plateaux télé ont ressorti les archives, les images, les vieilles blessures. Certains accusent David de rancœur. D'autres saluent son courage. Lui reste à distance.
Il ne débat pas, il ne justifie pas, comme s'il savait que toute explication affaiblirait la force de ce qu'il a voulu dire. Car ce jamais n'est pas dirigé vers l'avenir, il est ancré dans le passé. Il ne réclame rien, il ne menace personne, il dit simplement « Il y a des lignes qui ne se franchissent pas ». Pour David, pardonner signifierait accepter une version de l'histoire qu'il juge fausse, accepter que certaines images remplacent les souvenirs, accepter que la mémoire de son père devienne un objet de narration publique, détaché de ce qu'il a vécu comme fils. Aujourd'hui, David Hallyday vit loin du tumulte. Il compose, il protège sa famille. Il transmet à ses enfants autre chose qu'un nom célèbre, une éthique. Ceux qui l'entourent parlent d'un homme apaisé mais lucide. Il n'est pas prisonnier de sa colère. Il vit avec une blessure qu'il a appris à nommer sans chercher à la faire disparaître. Et c'est peut-être cela qui dérange le plus, cette idée qu'on puisse vivre debout sans pardonner, qu'on puisse avancer sans effacer, qu'on puisse aimer un père disparu sans accepter tout ce qui s'est joué après lui. David ne réclame pas l'adhésion, il demande le respect d'une douleur qui n'appartient qu'à lui. Au fond, cette histoire dépasse largement la famille Hallyday. Elle nous concerne tous, parce qu'elle pose une question que chacun redoute un jour de se poser. Faut-il toujours pardonner pour être en paix? Ou certaines blessures te méritent-elles d'être conservées intactes, comme une preuve d'amour, de loyauté, de vérité? Avant de fermer cette vidéo, prenez un instant. Posez-vous la question honnêtement. Si vous étiez à sa place, auriez-vous pardonné? Ou auriez-vous, vous aussi, choisi le silence et cette phrase définitive? Si cette histoire vous a touché, partagez votre réflexion en commentaire. Votre regard compte. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour continuer ensemble à explorer ces destins où la lumière cache souvent des zones d'ombre. Car derrière les légendes, il y a toujours des êtres humains. Et parfois ne pas pardonner, c'est simplement refuser de trahir ce qu'il reste d'amour.